Je voulais te demander mardi, Alex, parce que je pensais qu'on se parlerait, mais là, avant qu'il soit trop tard, oui. J'entendais là, qu'en Floride, là, ils aiment ça, le hockey. Est-ce que tu as constaté ça? Parce que ce serait comme nouveau. Bof, là, si on compare l'ambiance entre le match des Oilers hier soir, jeudi soir, celui des Panthers, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là. C'était pas, honnêtement, moi, j'ai trouvé que l'ambiance au Amerant Bank Arena, ça c'est à Sunrise en Floride. Ah, OK. Je comparais à ce qu'on peut voir entre Montréal et Columbus au mois de novembre, des fois. Là. À Columbus. Non, à Montréal. À Montréal, OK. Quand... Ouais. OK, quand même. Un petit match de saison à Montréal. Mais là, ils ont vendu, presque, ils ont fait un petit party de visionnage, je pense qu'on dit. Hein. Visionnement? Non, je pense que c'est visionnage. Moi, je pense pas. Visionnage. Ben, je veux pas. Ben, regarde, peu importe. Je vais vérifier en même temps, mais il me semble que c'est visionnage. Et puis, même si ça sonne pas bien. Et ils ont vendu toute leur section du bas, les Panthers de la Floride, là, pour que les gens aient regardé le match dans le match qui était à Edmonton, mais le regarder à l'Arena. Exact. Ils ont même un peu vendu une partie des sections du haut, ce qui, dans le contexte, c'est peut-être pas si mal, surtout qu'il y avait des pluies diluviennes en Floride, comme vous le savez. Là, fait que j'imagine qu'il y a bien des gens qui ne voulaient pas sortir de chez eux. Mais d'un autre côté, tu te dis, ils sont en finale de la Coupe Stanley, ils vont peut-être la gagner, ils sont en bonne posture, puis ils sont pas capables de remplir l'amphithéâtre pour un party du genre. Donc, je sais pas, j'imagine qu'il y a deux façons de voir les choses, là, mais ça demeure, promener à Fort Lauderdale ou peu importe dans ce coin-là, tu n'as pas l'impression qu'il y a une équipe qui est en finale de quoi que ce soit. Qui se bat pour un championnat. Moi, ce que j'ai remarqué lors du 4e match, qu'il y avait des sièges inoccupés, genre première rangée derrière la baie vitrée. Tu avais d'excellents billets. Oui, mais encore là, non, dans contre les Oilers. Excusez-moi, pas dans le 4e match, dis-je, dans le deuxième. Okay. Face aux Oilers. Fait que tu te dis, my God, c'est la finale de la Coupe Stanley. C'est ça. Alors, c'est un peu triste, mais tu sais, pour que les gens comprennent, on l'a vu hier à Edmonton à quel point une foule canadienne est animée, ça fait une grosse différence. Mais... pas sur le résultat, là, mais... Non, mais au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère. Sauf que Sunrise, c'est un peu Canada Sud. Parce que vous savez, le projet des sénateurs à l'origine, quand ils ont construit le fameux... L'aréna dans le champ. Exact. Ouais. C'est que c'était dans le champ, alors c'était complètement excentré. Ouais. Tu sortais de la ville, puis avec l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se bâtisse qui se développe autour. Fait que à Sunrise, tu as déjà un immense centre d'achat qui est directement devant l'aréna, mais sinon, tu es quand même un peu au milieu de nulle part, puis ça fait en sorte que c'est une très bonne idée que les Panthers s'appellent les Panthers de la Floride parce qu'il n'y a pas vraiment une communauté en particulier qui a l'air de s'identifier. Alors, c'est vraiment comme toute une région. Et puis, c'est ça. Alors, à chaque fois que tu te retrouves dans un endroit qui est excentré puis qui est pas, où la communauté n'est pas définie, je trouve que ça devient plus difficile d'aller chercher la faveur populaire puis la popularité de l'équipe. Bon. Non, c'est parce que là, quand j'ai entendu qu'il avait arrêté de donner les hot dogs, je me disais, c'est un succès. C'est un succès. J'ai pas l'impression qu'il y a un grand sentiment d'appartenance, ni une grande connaissance là, du hockey. C'est drôle, ils ont présenté les principaux espoirs dans le match numéro 2 qui était venu faire un tour en Floride. Ouais. Et puis, il n'y a pas un chat qui savait de qui il s'agissait. Ça n'a pas applaudi. Là. C'était comment? Qui sont ces jeunes hommes à l'écran? What's a Macklin Celebrini? It sounds delicious. il faut relativiser. Puis c'est vrai que c'est à peu près la pire place pour aller voir un match de hockey dans la Ligue nationale. Bon, mais je suis content, là, parce que là, c'est ça, il y avait des gens qui voulaient presque nous faire croire que c'était le fun et qu'il se passait quelque chose. Non, OK? C'est pas le fun, puis il se passe rien. Par contre, Edmonton est un des excellents amphithéâtres de la Ligue. Ouais, et ça s'est entendu hier. D'ailleurs, c'est ça. Au registre des Albertains qui ont répondu aux attentes hier, la foule, en premier. OK, aujourd'hui, les Oilers en finale. Ouais, ben, des choix. Tu continues tes onomatopées. J'ai hâte au prochain. Des choix de première ronde, en voulez-vous? Et le Canadien est dans toutes les conversations. C'est tellement hockey, épisode 331.
place d'une chambre d'hôtel à Edmonton, on retrouve notre journaliste affecté aux affaires du hockey et des aéroports par les temps qui courent. J'ai nommé Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Content de retrouver mon partenaire Marc-Antoine Godin, avec qui j'ai très peu de contact, donc ça va être C'est pour ça qu'on fait ça. Parlez-vous donc, les gars. Là. Ben oui, arrêtez donc de vous chicaner. Ils sont toujours en chicane. Ils saillissent. Ils saillissent. On se texte au moins une fois par semaine. Là, Ça, c'est vrai. serrez-vous la main. Bon, ça, c'est difficile, là, mais Ouais. on se réconcilie. Mais non. Ça va être le titre du balado, ou enfin, sur le séjour, Gascon et Godin, le torchon brûle. Ah, ça va être bon. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey également. Salut, Marc. J'ai dit Marc-André? Oui, je l'ai dit. Non, ça allait. Marc-Antoine Godin, tu es notre autre journaliste affecté aux affaires du hockey. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. C'est drôle, on a le même titre, Alexandre. C'est bien. Ouais, on est l'autre. Pas de chroniqueur Pas principal de ici. chroniqueur principal ici. Non. Et moi, j'ai pas de titre. Je m'appelle Alexandre Coupal. Coupe Stanley 2024. Choc des titans. Rira bien qui rira le dernier. Qui ira jusqu'au bout du sacrifice. Volonté ultime 2024. Adversité. Douleur. Barbe. Coupe Stanley 2024. Bon, ben c'est ça qui est ça. Je sais pas quoi dire de cet affrontement. Y a-t-il un affrontement? On pourrait commencer avec ça. Y a-t-il un affrontement dans cette finale de la Coupe Stanley? Y a-t-il deux équipes qui luttent, qui s'affrontent, qui disputent un match, des matchs? Je vais laisser. Alex, je vais laisser est-ce qu'il y a un affrontement? T'es l'homme sur place. Oui, le gars sur place. D'abord et avant tout, on dit visionnage, OK? J'ai vérifié sur le site. Je n'aime pas ça. Radio-Canada. Ben, je n'aime pas C'est ça. comme ça. Visionnement est considéré comme un régionalisme. Tu peux l'utiliser parce que tu es très régional. Voilà, toi, je suis je un trouve. gars de ça, un gars de partout. Ça, c'est réglé. Maintenant, oui, il y a un affrontement. Tu sais, les Oilers, honnêtement, mériteraient, mettons, que ce soit 2-1 en faveur des Panthers. Cette série-là, là, si on peut dire, mais est-ce qu'on est si surpris du résultat actuellement? Je ne pense pas. Il fallait vraiment que tout tombe en place pour que les Oilers puissent déstabiliser ou prendre le meilleur sur les Panthers de la Floride. Tu sais, quand tu regardes la formation simplement, déjà dans ce qui est de la profondeur sur les troisième, quatrième trios, on ne parle pas du tout de la même chose. Le troisième trio des Panthers en est un d'excellence, là. Vraiment avec Luostarinen, Lundell puis Tarasenko. Et à Edmonton, on cherche encore des combinaisons. Il y a des gars qui se font retirer de la formation, d'autres qui débarquent. On avait très, très peu d'apports secondaires, si on peut dire, à l'attaque. Là, hier, Warren Fogle et Ryan McLeod ont marqué, mais les deux avaient chacun un but en près de 20 matchs, tous les deux. C'est sur des gars comme ça là, qu'il fallait compter pour justement essayer de passer un cap et tout. Et c'est vraiment McDavid, Draisaitl, Bouchard et Hyman qui ont transporté cette formation-là pendant les 3 premières rondes des séries. Et puis, on savait que ce serait plus compliqué parce qu'il y a Alexander Barkov de l'autre côté qui est le joueur, l'attaquant défensif par excellence, qui est probablement au sommet de son art, qui avait donné 4 buts dans les 3 premières séries contre les premiers trios de chaque équipe. Donc, jouait contre le trio de Kucherov, jouait contre celui de David Pasternak et celui d'Artemi Panarin, principalement à New York. Et à 5 contre 5, il s'était trouvé sur la glace pour 4 buts pendant l'entièreté des séries. Aucun jusqu'à présent dans celle-là. Donc, c'est vraiment... On se doutait bien là, que oui, McDavid allait avoir ses chances, mais que ce ne serait pas aussi foisonnant, si on peut dire, aussi prolifique que dans les premières séries. Et devant le filet, le déséquilibre était complet. Tu me diras, c'était la même chose au tour précédent contre les Stars de Dallas. Les Stars, c'était une formation pas mal plus complète que les Oilers. Je pense qu'on a tous été un peu surpris de voir Edmonton franchir cette série-là. Est-ce que Dallas était entamé par un parcours... le parcours du combattant, là, ils ont sorti les 2 derniers champions de la Coupe Stanley aux 2 premiers tours. Il a fallu qu'ils reviennent d'un déficit de 2-0 au tout début des séries contre les Golden Knights, qui sont un client assez difficile. Donc, je ne sais pas, il y avait peut-être un peu d'usure à Dallas et Oettinger n'a pas été à la hauteur de sa réputation dans cette série-là. Mais sinon, je pense que c'est ça.
en gros, les Panthers ont un meilleur gardien, une meilleure défense, une attaque plus équilibrée, plus complète, et sans les prouesses de McDavid et Draisaitl, on voyait mal comment ils pouvaient s'en sortir, puis c'est un petit peu ça qui arrive en ce moment. On parlait avec Martin dans un épisode précédent de réingénierie, puis il disait que l'adage selon lequel la défensive remporte des championnats, la défense remporte des championnats, en prenait pour son rhume dans ces séries éliminatoires-là, ben finalement, ça a chassé le naturel, il revient au galop, parce qu'en finale de la Coupe Stanley, c'est vraiment ça qu'on voit. J'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Quand on parle de la défensive remporte des championnats, c'est pas nécessairement la ligne bleue, c'est le travail défensif d'une équipe. C'est vraiment, quand tu regardes les Panthers se défendre, ils défendent en unité de 5 de manière impeccable. Et ça fait une énorme différence depuis le début de cette série-là, même si le temps de possession des Oilers est grandement supérieur à celui des Panthers. Je pense que c'était du 2-1 hier, environ à 5-5. Malgré ça, je trouve que les Panthers font de l'excellent travail pour contenir les Oilers. Évidemment, il y a eu un relâchement en troisième période, mais j'ai trouvé que le jeu des Panthers est constant, mais j'ai trouvé que l'intensité des Oilers, par moment, faisait défaut dans les 2 premières périodes. Il y a tellement une bonne pression en échec avant qui est exercée par les Panthers. C'est tellement une équipe qui veut s'assurer d'être première sur la rondelle, de mettre de la pression sur le gars le long de la bande. Mais je trouve que cette intensité-là n'était pas comblée ou égalisée par les Oilers. Ça a fait une grosse différence. Tu regardes chacun les 3 premiers buts des Panthers, que ce soit le revirement à la ligne bleue à 4 contre 4, le revirement qu'a commis Bouchard, ou encore les 2 buts en deuxième période, que ce soit, il y a eu un revirement ou une sorte de mésentente là, entre Cody Ceci puis le gardien de but Stuart Skinner derrière le filet, mais c'était le résultat de pression en échec avant de Bennett. En tout cas, les 3 buts, puis après ça, il y a eu encore pression de Tkachuk sur Darnell Nurse, un revirement là aussi. Les 3 premiers buts, c'est des revirements parce que les Panthers sont dans la face des Oilers. Et puis ça, je trouve que ce style-là, cette fermeture au niveau du temps et de l'espace, les Oilers ne l'ont pas égalé jusqu'à maintenant dans cette série-là. Puis jumelé au fait qu'il y a une différence au niveau du gardiennage. La garde de but. La garde de but. Je pense que ces 2 facteurs-là font en sorte qu'on se retrouve avec le résultat que l'on connaît. Voilà. Skinner, honnêtement, le deuxième but, celui de Tarasenko, il n'y avait pas une immense pression. Là. C'est vraiment une gaffe de Skinner là-dessus. Il dit que la rondelle a sauté un petit peu par-dessus la lame de son bâton quand on parlait hier dans le vestiaire. Mais puis ça, c'est le but qui est venu leur casser les reins complètement. Là. On vient de créer l'égalité. Enfin, les Oilers semblent prendre un peu le dessus. Ils obtiennent d'autres belles chances de marquer. Bobrovski est encore en train de faire des pirouettes, des acrobaties. Juste avant, il y avait eu une espèce de semi-échappé de Zach Hyman, puis le retour de McDavid du revers en plein dans l'enclave. Le Bob a fait 2 beaux arrêts, mais on sentait là, que la foule était de retour dans le match, que les Oilers y croyaient et tout. Puis là, Skinner donne un but comme celui-là, on a senti leur ballon dégonfler. Là. Ça se percevait dans l'amphithéâtre. Mais c'est clair que, il y a une erreur du côté de Skinner, mais en même temps, si ça arrive, ça arrange pour être là en premier à la place de Luostarinen, ce problème-là n'est pas là. Alors, il était en position de le faire, puis il a laissé Luostarinen être premier sur la rondelle, puis de prendre une position avantageuse. Fait qu'à un moment donné, assurez-vous d'être là premier sur la rondelle. Puis je trouve qu'ils ont été meilleurs à ce niveau-là en troisième période, mais c'était un peu trop tard. Ouais. Mais je pense que le personnel défensif est juste pas capable de contrer cet échec avant-là. Tu parlais du brio de l'échec avant des Panthers, tu as raison, c'est probablement la meilleure équipe. Puis c'est là que commence la défense. Hein. C'est dans le fond la défense des Panthers commence dans le fond du territoire des Oilers parce qu'ils sont pas capables de sortir de leur zone en contrôle de la rondelle, ou en tout cas, ils ont de la difficulté, disons. Et puis, c'est ça. Donc, ils n'ont pas le personnel. Darnell Nurse joue probablement blessé, mais c'est quand même une grosse gaffe qu'il a fait. Oui, il y a de la pression, mais il redonne la rondelle à l'adversaire devant son filet comme ça ou presque. C'est une méchante gaffe. Moi, je trouve que Brett Kulak leur donne du très bon hockey, honnêtement, aux Oilers, parmi cette brigade-là. Peut-être un de ceux qui s'en tirent le mieux. Mais quand même,
Bouchard, c'est ça, fait des gaffes à 4 contre 4. Tu peux pas te permettre ça. Là. C'est sûr que Barkov est extraordinaire. Regarde, tout ce jeu-là, il a été parfait. Lui vole la rondelle, gagne sa bataille après le long de la rampe par sa force brute, contrôle le disque, rejoint un force-ligne qui arrive en deuxième vague. Tout ce jeu-là a été créé purement et simplement par Alexander Barkov contre supposément le meilleur duo défensif des Oilers d'Edmonton avec McDavid puis Draisaitl sur la glace. T'sais. Alors, c'est ça, ils n'ont pas les ressources en ce moment qu'il faut. Ils sont plus maganés, certainement. Ouais. C'est ça, hein, je voulais vous poser la question parce que, bon, tu parlais de Nurse, mais on pense que Draisaitl aussi est incommodé. Kane n'a pas joué. Evander Kane, est-ce que c'est ça? Il faut statuer que c'est ça, au niveau des blessures, les Oilers sont davantage hypothéqués? Oui, puis c'est le cas des Panthers l'année dernière, Tkachuk était plus capable de jouer, puis ça n'a pas aidé non plus. C'est pas juste ça, là, c'est vraiment pas à cause de ça que les Oilers se retrouvent en arrière 3-0, mais oui, ils sont certainement plus maganés que les Panthers de la Floride en ce moment, puis ça tenait tellement à un fil leur possibilité de gagner cette série-là, je trouve, que là, si en plus tu te mets à enlever du personnel, puis qu'il y en a qui jouent à moitié, ben, c'est sûr que ça devient plus compliqué. Tu sais, Draisaitl n'est pas au sommet de ses capacités, puis Kane n'a pas joué. Puis tu regardes, alors, quand il est question de la profondeur du côté des Oilers, tu sais, Draisaitl, on a cherché à le mettre sur un trio différent, puis à pouvoir étendre l'attaque sur plusieurs trios, mais il s'est retrouvé à jouer, du moins dans les 2 premières périodes, avec McLeod et Perry. Perry qui avait été laissé de côté. Pendant bon nombre de matchs, McLeod a entré et sorti de l'alignement au fil des séries, mais c'est davantage, à ce point-ci de sa carrière, encore un joueur de soutien. Et tu vois que si tu n'as pas un attaquant top 6 de première qualité pour jouer avec ce gars-là, toute la responsabilité revient sur les épaules de Draisaitl. Draisaitl diminué. Puis ça n'a pas été long. Après 2 périodes, Draisaitl était moins 3 après 40 minutes. Et puis il a fallu qu'il soit jumelé avec... Pardon? Il a fini à -1. Il a fini à -1 parce qu'en 3e période, il a été jumelé à McDavid. Et là, quand on a envoyé Perry avec eux, ils ont marqué un but. Après ça, ils ont envoyé McLeod avec eux. Il a marqué un but. Alors, il a fallu recréer le duo dynamique pour pouvoir maximiser les chances. Normalement, je pense que Chris Knoblauch préfère ne pas faire ça, mais c'était au grand mot les grands moyens parce qu'il fallait absolument remonter la pente puis donner un maximum de glace à McDavid et Draisaitl ensemble. Je pense que le pari, dans une certaine mesure, a fonctionné, mais sauf que c'est quoi à partir du moment où tu donnes... Il n'y en a pas. Tu donnes à Nugent Hopkins et Hyman à McDavid, mais qu'est-ce qui reste à Draisaitl? Est-ce que Knoblauch repart avec ça pour le début du match numéro 4? Est-ce que c'est tout ce qu'il a? Est-ce que c'est ça? Non, il va les rassembler quand la situation va l'exiger, mais non, je pense pas qu'il va. Puis la situation l'exige pas déjà. Sinon, c'est trop faible. Sinon, honnêtement, il n'y a plus rien après. Là. Tu peux pas faire ça, mais c'est sûr que sans Kane, sans Evander Kane capable de jouer à la hauteur de son talent, ils n'ont pas de 2e trio digne de ce nom. Pas de 3e trio digne de ce nom. Donc, je pense qu'on constate quand même qu'il y a des grandes lacunes au niveau de la profondeur. Puis malheureusement, même si Skinner n'est vraiment pas terrible dans cette série-là, il est ordinaire. Puis c'est quand même une gaffe de l'organisation de ne pas avoir essayé de corriger cette lacune-là. Ils ont, je relisais des articles un petit peu avant la date limite des échanges, puis ils avaient très clairement établi les Oilers une semaine avant. Skinner, c'est notre homme de confiance, puis on n'est pas dans le marché, puis on cherche rien. Mettons qu'ils avaient mis la main sur Jake Allen, on ne sait jamais, là, mais peut-être que ça les aurait aidés. Là. Non, mais je trouve que tu dis une chose et son contraire. Parce que moi, je suis d'accord pour dire que Skinner est pas... Ben, Skinner est Skinner, là, mais ça ne m'apparaît pas comme étant ça le gros problème. Vous venez de le dire. Là, ils ont pas de profondeur en attaque, ils n'ont pas de profondeur en défensive non plus. Améliore ça, puis peut-être que Skinner en fait suffisamment. Martin dit toujours que c'est quoi sa statistique, là, quand tu n'obtiens pas un taux d'efficacité de 900 dans un match dans la Ligue nationale, tu as 7% des chances de le gagner. Skinner, en finale, n'a aucun match à 900, puis le Bob, à l'inverse, est vraiment au-dessus. Donc oui, moi je pense que la série se joue aussi dans le filet. Là. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré l'excellence des Panthers, les Oilers ont eu leur moment. Ils auraient dû gagner le premier match. Bobrovski l'a volé. Hier, ça aurait pu tourner autrement aussi, là.
Entre autres, à cause de Skinner, je pense, et de Bobrovsky. Ce sont des vases communicants, mais Bobrovsky est vraiment... Il connaît toute une série, il connaît d'excellentes séries. Moi, je pense que ça va être le gagnant du Conn Smythe devant Barkov, là, mais ça va être serré, mais quand même. Sauf que ça se joue aussi beaucoup devant le filet en ce moment. Ben, c'est parce qu'à partir du moment où tu n'as pas une brigade défensive de premier niveau, tu as besoin d'un gardien qui va en faire plus que ce que le client demande pour pouvoir compenser. Mais, tu sais, les Oilers sont quand même en finale de la Coupe Stanley. T'sais, ils ont été beaucoup plus étanches défensivement que ce à quoi on se serait attendu. Durant toutes les séries éliminatoires, ils ont été excellents en infériorité numérique. Fait que, tu sais, je parlais de défensive d'équipe. Les Oilers, à ce niveau-là, n'ont pas grand-chose à se reprocher. Puis, ils ont fait, somme toute, ils ont tiré le maximum des effectifs qu'ils avaient sous la main, autant défensivement, devant le filet. Tu sais, Skinner, je pense, c'est encore un jeune gardien, il est sous pression. Tu sais, c'est difficile parce que l'équipe elle-même est arrivée à maturité dans sa fenêtre de compétitivité pour remporter la Coupe Stanley. Et lui est encore un tout jeune gardien qui a fait ses gammes. Bon, techniquement, il en est rendu à sa 4e saison, mais c'est sa 2e vraie saison, là. Puis, je trouve qu'il est un peu envoyé dans la gueule du loup. Et dans les circonstances, il est correct. Il y a un vieux sage qui m'a dit « Tu gagnes pas avec correct ». Mais même à ça, je trouve que c'est, pour reprendre ton point, c'est probablement pas le principal le principal facteur, la principale épine dans le pied des Oilers, mais c'en est une. C'est parce qu'il faut que tu fasses la différence. Ouais. Tu peux pas... Un seul but... Alex dit que son erreur a dessoufflé les Oilers. Mais tu peux pas te permettre un seul but de ce genre-là, surtout quand Bobrovsky est en état de grâce de l'autre côté. Là. Tu peux pas te permettre de faire dessouffler. Non. Faut que ça reste soufflé. Tu peux pas. Stewart. Comme quoi, un bon gardien, finalement, c'est important. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent que... Vous l'aurez appris. Vous l'aurez appris ici. Avoir un bon gardien, c'est important. Bon, c'est fini, cette série-là? Il y a comme quelque chose, il y a comme une ambiance. Je ne veux pas être ésotérique, mais il y a comme une ambiance aussi. Là. Hier, je regardais le match, là, puis je me disais, bon, peu importe. Je pense que la passe de McDavid à McLeod qui est dans l'enclave là, et qui tire direct sur la jambière de Robert Rovsky, c'est ça, cette série-là. C'est fini. Fais-en des passes dans l'enclave, puis tire à bout portant, tu vas lancer sur la jambière, c'est fini. C'est fini. Et ça a été le dernier tir des Oilers, puis il restait 4 minutes au match. Et ils jouaient avec l'énergie du désespoir, puis ils n'ont pas été en mesure de décocher un autre lancé sur Robert Rovsky. T'imagines quand même, ça démontre à quel point les Panthers sont excellents dans ce qu'ils font. Mais oui, peut-être que la série s'est jouée là. Je pense que c'est terminé effectivement. Est-ce que ce sera en 4, en 5? À voir. La nature humaine fait en sorte parfois qu'il peut y avoir un certain relâchement à 3-0, puis ça pourrait tourner en faveur des Oilers, puis sûrement que les Panthers n'auraient pas ça gagner à Sunrise. On ne fait pas exprès de perdre le 4e match, mais il y a un petit peu de nature humaine là-dedans. Mais je pense, écoutez, c'est arrivé une seule fois en 107 ans d'histoire dans la Ligue nationale qu'une équipe comble un retard de 3-0 en finale. C'est les Maple Leafs de Toronto, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître, là, mais c'était en 1942. Donc, ça fait un certain moment. Je ne sais pas, les Oilers n'ont plus vraiment de ressources. Ils vont peut-être se tourner vers George Mumford. Oui, il est déjà là. Oui, il a débarqué en Floride. Darnell était vraiment content de le voir arriver. Si-tu nous, là, parce que c'est pas tout le monde là, qui te lit. Là. On n'a pas juste ça à faire. Oui, non, je comprends. À un moment donné. C'est long, tes textes, puis ça manque de photos. Ça manque d'images. Ça manque d'illustrations. Ouais. George Mumford, c'est un adepte de la pleine conscience, un motivateur hors pair, dit-on, un genre de psychologue sportif, mais sans le titre officiel. Sans les études. Sans les diplômes. C'est ça, sans les études. Sans les diplômes qui viennent avec. Les connaissances et ces affaires-là. Il a travaillé beaucoup avec des vedettes de la NBA comme Michael Jordan et Kobe Bryant dans les années 90 et tout ça, avec Phil Jackson aussi, l'entraîneur des Bulls et puis après ça des Lakers. Et on en dit beaucoup de bien. Il a écrit quelques livres, il a été très populaire. Et puis, Knoblauch a fait appel à ses services en début de saison. Et puis, il a été là durant toute l'année. Et les gars ont souvent répété à quel point il avait été important. Parce que ça a été une année compliquée pour les Oilers, là, quand même. Un très, très mauvais départ. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas.
On a surmonté pas mal d'adversité. Et puis, Mumford, apparemment, aurait été une pièce importante dans tout ça. Je le dis avec un léger brin d'ironie. Là. Je pense pas qu'il va pouvoir changer grand-chose, mais on l'appelle le Performance Whisperer. J'imagine que c'est l'homme qui murmure à l'oreille des athlètes. Ou des performances, plus, en tout cas. Ben, c'est ce que j'avais écrit dans le texte, mais c'est difficile de murmurer à l'oreille d'une performance. Mais en même temps, c'est en anglais. Genre de Robert Redford des temps modernes. Tu vas nous lire ton article, finalement. Parce que... Exact. Et puis, voilà, donc il y a ça. Je pense pas, je pense pas que il ça était va. sur la glace au moment de la célébration de la victoire de la finale d'association. Exact. De l'Ouest, ouais. Est-ce qu'il a touché au trophée? OK, là, je pense que là, ça suffit. On s'éloigne. Mais écoute, dernier club à avoir remporté la finale de la Coupe Stanley en 4 matchs, c'était les Red Wings de Détroit contre les Capitals de Washington en 1998. Fait que ça remonte. Tu sais, à l'époque de la grosse machine rouge des Red Wings contre Bondra. Kolzig, genre. 4 fois de suite, par exemple. Hein? 95, 96, 97, 98. C'était des balayages. 4 balayages. 4 balayages, ouais. Alors, et fait intéressant à noter, c'est que si jamais ça devait se produire et que les Panthers gagnaient le prochain match, le 13 juin, pas le 13, le 15 juin. C'est aujourd'hui le 13 juin. Non, aujourd'hui, on est le 14. C'est ça. Les gars, ça va pas bien, là. Non, c'est parce que voici la raison pour laquelle j'allais dire le mot 13. J'ai dit le mot 13 parce que ça se produirait 13 ans, jour pour jour, après que les Canucks de Vancouver ont perdu le 7e match contre les Bruins de Boston, qui étaient devant le filet des Canucks. Un certain Roberto Luongo, qui aujourd'hui est le département et à la tête du département d'excellence des gardiens de but des Panthers. C'est un membre de l'état-major. Donc, 13 ans, jour pour jour après, il aurait la chance, enfin, de soulever la Coupe Stanley, même s'il n'est plus devant le filet. Mais ce serait une façon pour lui de faire... Boucler la boucle. Boucler la boucle et faire amende honorable, d'une certaine manière. Un autre Robert. Après Robert Robski. Les Robert devant le filet en Floride, ça marche bien. Puis là, corrige-moi si je me trompe, Marc-Antoine, mais il me semble que ce sera la première fois qu'une équipe qui remporte la Coupe Stanley va compter dans ses rangs des salariés dans les 8 chiffres d'au moins 10 millions de dollars. Ah, c'est vrai, ça. Ça se peut très bien. Ben là, avec les choses étant ce qu'elles sont, là, ça va arriver, là, parce que les salaires augmentent, puis les revenus augmentent, les salaires augmentent. Oui, mais c'était c'était souvent... On présentait ça parfois un peu comme une hypothèse de quand ta formation est déséquilibrée, oui, exactement. Comme on a souvent reproché aux Leafs, par exemple, de le faire. On comprendra que la structure salariale n'est pas la même du tout dans ces deux équipes-là, mais on utilisait beaucoup ça comme preuve de... Ça marche pas. On a des super vedettes, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et puis là, les Panthers vont être les premiers parce que, Mark Stone, l'année dernière, était tout près de 10 millions. McKinnon n'avait pas été encore sur une de ses dernières années de contrat. Oui, exact. Même chose pour les Blackhawks à l'époque. Quand ils ont gagné en 2015, la dernière de leurs 3 conquêtes, Kane et Taze avaient leur prolongation de contrat en poche, mais elle commençait seulement la saison suivante à 10 millions et demi. Ouais. Donc, c'est jamais arrivé. Alors là, il va en avoir 2, dont le gardien. Puis ça, c'est pas supposé d'être la formule. Et juste pour ça, moi, je serais content de voir qu'un gardien dominant très grassement payé. 10 millions et demi, oui. Il est à 10, lui. 10, puisse remporte la Coupe Stanley. Bon point, Alex. Bon point. OK, quelque chose. On fera le mea culpa, pas le mea culpa, mais le post-mortem, merci. Mais c'est tout. Moi, le latin, là, c'est toute la même affaire. Le post-mortem des Oilers, on fera ça la semaine prochaine, là, le plus tôt possible. Parce que ça va être intéressant. C'est ça. Est-ce que la fenêtre, qu'est-ce qui se passe avec la fenêtre à Edmonton? On aura l'occasion d'y revenir. Quelque chose à ajouter sur cet affrontement? Parce qu'il y en a un, visiblement. Non? Aléa Jacques Tarest. Bon, parlons des vraies affaires. Les vraies affaires. 2 semaines. Entendez-vous le compte à rebours? 2 semaines. Exactement, ou presque, avant le repêchage. Là, commençons avec ça. C'est un truc un peu plus, général, mais on a cru comprendre des échos ottaviens
que les Sénateurs s'ajouteraient à la liste de certaines équipes qui, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut, puis c'est assez fréquent qu'un DG qui a un choix, si élevé soit-il, se dise prêt à le transiger. Alors peut-être que c'est moi qui fait des parallèles là où il n'y en a pas à faire, mais les Sénateurs précédemment, les Sabres, les Devils également, ça fait plusieurs équipes qui ont des choix dans le top 10 ou très, très proches. Les Devils, les Sabres, c'est 11. Devils, 10 et puis Ottawa, 7. Qui se disent prêts à l'échanger. D'abord, est-ce que ça fait beaucoup de monde ou ça n'a pas rapport? Et si ça fait beaucoup de monde, est-ce que ça a une signification quelconque? Bien, de la manière que je vois ça, c'est qu'on est devant 3 équipes qui cherchent à accélérer, qui sont en reconstruction depuis un bon moment, qui cherchent à passer à l'échelon supérieur puis à trouver des éléments manquants à leur formation et ils cherchent de l'aide à court terme. Ottawa doivent trouver une façon de se distinguer puis de sortir un peu des bas-fonds. Les Devils, c'est pas une cachette pour personne. Ils veulent aller chercher un gardien de but. Et puis les Sabres de Buffalo, il y a une espèce de langueur à cause de la quantité d'espoir qu'ils sont allés chercher puis qui sont pas capables d'arriver à maturité puis convertir ça en une équipe qui est au niveau de la Ligue nationale et performante. Alors, ils se disent, nous, si on peut changer le mix un petit peu, s'améliorer à des positions ou dans un profil de joueur qui nous manque, on a probablement besoin davantage de ça que d'un autre espoir qui s'ajoute à une pépinière interminable. Donc, je ne suis pas surpris que ces 3 équipes-là considèrent cette option-là, d'autant plus que c'est un consensus qu'il y a une démarcation autour du 15e rang entre les 15 meilleurs espoirs puis tous ceux qui viennent après. Alors, si tu as dans le fond, ça revient un petit peu au tirage au sort. Si tu avais une boule dans le boulier et que tu participais au tirage au sort, les chances sont assez bonnes que tu aies un espoir qui est perçu comme étant un espoir de meilleure qualité. Parce que vers la fin de cette liste-là, tu peux te retrouver avec Konsta Ilenius, tu peux te retrouver avec Cole Eiserman, avec Carter Yakemchuk. Il y en a quelques-uns. Ouais. Mais plus loin derrière, la qualité baisse de façon assez significative. Alors, ces équipes-là se disent, OK, on sait quelle est la valeur de notre choix au repêchage parce que notre position fait en sorte que c'est vraiment... On est dans une gamme d'espoirs qui sont particulièrement intéressants. Fait que nous, on peut monnayer ça contre de l'aide immédiate. Alors, c'est le calcul. Moi, la question que je me pose, c'est qu'à partir du moment où tu as 3 équipes qui offrent, surtout qui sont pas mal dans un paquet, 7, 10 et 11, à partir du moment où tu as 3 équipes qui monnaient leur choix de première ronde, est-ce que ça dévalue un peu? Forcément, il y a question d'offre et de demande. Voilà. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais souvent, même s'il y a des équipes qui étudient cette possibilité-là, les échanges de choix au repêchage à l'intérieur du top 10 sont très, très rares. Fait que peut-être que les Devils vont y arriver parce qu'eux autres ils ont vraiment les yeux sur un gardien de but, que ce soit Markstrom, peut-être ça va être Ullmark, sait-on jamais. Mais que les Sénateurs répètent, ils l'ont fait déjà, hein? Ils l'ont fait avec DeBrincat. Ouais. Mais répéter cette chose-là 2 fois en 3 ans, je serais surpris que ça se produise. On verra. C'est un excellent pari, en plus, il y a 2 ans. Tu sais, quand on pense à ça, tu donnes le 7e choix au total, alors que tu es supposé d'être arrivé, non pas en maturité, mais que ton groupe est supposé d'être prêt à passer à une étape supérieure. Tu vas chercher un gars qui a marqué 2 fois 41 buts. C'est sûr qu'il y avait un élément de risque parce qu'il n'était pas attaché à long terme à l'équipe, puis visiblement, il s'est produit ce qui devait arriver. Mais ça avait été, moi, sur le coup, j'avais trouvé que c'était vraiment un bon échange pour les Sénateurs. Puis cette année-là, il y avait eu aussi le 13e choix qui avait été échangé par les Highlanders, n'est-ce pas, pour aller chercher un certain Alexander Romanov, qui a servi après dans la transaction du Canadien. Donc, on était dans les mêmes eaux, là, à peu près, et puis il y en a eu 2, quand même, cette année-là, qui avaient une forte valeur. Tu sais, DeBrincat, Romanov, Dak, à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça ferait nécessairement... peut-être que, étant donné qu'il y a trop d'offres, ça ferait un peu baisser la valeur, mais si tu es une de ces équipes-là, pourquoi, à ce moment-là, tu le gardes ton choix? Pourquoi tu l'échangerais à rabais alors que tu n'as pas le fusil sur la tempe? Tu aimerais ça parce que ça a une valeur, tu aimerais ça le monnayer pour aller chercher quelque chose qui te convient vraiment, mais j'ai l'impression que si
si on ne met pas le doigt sur le bobo précisément dans l'échange que tu convoites, ben, tu le gardes. Là. Tu gardes ton choix, puis à ce moment-là, peut-être que ça peut faire en sorte, étant donné que c'est un levier de négociation pour ces équipes-là qui sont prêtes à les échanger en disant, regardez, si on n'a pas ce qu'on veut, je comprends qu'il y a Buffalo, je comprends qu'il y a peut-être Ottawa, mais si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, nous autres, on a le 10e choix, puis on va le garder. Là. Fait que, mais c'est intéressant, ça risque de pimenter cette séance de repêchage-là, ce premier tour qui s'avère fort prometteur, parce que c'est ça, comme Marc-Antoine l'a dit, ça peut tellement partir dans plein de directions. Et ça fait plus de feux d'artifice. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des équipes entre 5 et 10, 11, 12, dépendant de la façon dont la direction que le repêchage prend, pourrait dire, ben là, on était ouvert à, je sais pas, Ottawa pourrait dire, on était ouvert à échanger notre 7e choix, mais nous, on tripe vraiment sur Anton Silayev, puis Boutigard est encore là. Donc à ce moment-là, ça vient changer un peu. Énorme, très, très imprévisible cet encan-là. C'est ce qui va faire en sorte que ça va être vraiment le fun. Mais je le comprends que ces équipes-là soient prêtes à l'échanger parce que la reconstruction est supposée d'être terminée. Là. Donc, et ça a de la valeur, ces choix-là. Ça a beaucoup de valeur. On pensait même que le Canadien pouvait, à un certain point, peut-être offrir ce choix-là. C'est pas le cas. Là. Je serais extrêmement surpris. Mais... Ouais, j'allais dire, ça n'avait pas été le 5e. C'est parce que le 5e, ça commence à être élevé. Mais souvenez-vous, là, au mois de février, là, ça aurait pu être ça, le 7e, le 8e. Je sais que ça paraît proche, mais il y a quand même une différence importante. Puis, tu rappelais la transaction de Brincat. C'est ça, c'est un beau blueprint de ce qui est possible de faire avec un choix comme ça. Oui. Ben, dans le cas de Brincat, le plus gros problème, c'est que c'était les sénateurs d'Ottawa. Tu sais, quand un gars... Non, mais c'est vrai, c'est que si le même échange avait été... Ça va être difficile à changer. C'est rare de se faire dire ça, parce qu'en gros, ce que tu viens de dire, c'est leur problème, c'est leur identité. C'est eux autres. Absolument. Le problème, c'est toi. C'est un peu ça que tu viens de dire. Faudrait qu'on change ça. C'est que si jamais c'était... Tu sais, si ça avait été les Kings de Los Angeles qui avaient fait la même transaction, ça aurait été probablement plus facile de convaincre de Brincat. Alors, c'est ça mon point. Exactement. Non, je suis d'accord. Alors, quand tu vas chercher un gars pour 1 an seulement, le pari est élevé quand tu es un marché qui a de la difficulté à faire de la rétention de joueurs. Ouais. Mais je veux simplement revenir sur la question de dire le fait qu'il y ait 3 choix pourrait diminuer la valeur de ces choix-là. Encore faut-il que les équipes, ça dépend de ce qu'elles recherchent aussi. Alors, à vue de nez, je parle des Devils puis d'un gardien de but, ça c'est entendu. Les sénateurs sont peut-être à la recherche d'aide à la ligne bleue de façon immédiate. Ils en ont grandement besoin. Puis les Sabres, eux autres, ont beaucoup de petits attaquants. Peut-être que d'avoir quelqu'un qui est davantage dans un moule power forward, un joueur qui a gagné, un joueur qui est plus vieux également. Tu sais, s'ils vont dans cette talle-là, ben là, subidement, tu regardes, tu as quand même 3 équipes qui, oui, monnaient quelque chose d'équivalent, mais qui sont à la recherche, qui ont des besoins qui sont dramatiquement opposés. Fait que peut-être que finalement, ce serait des pommes et des oranges. Là. C'est ça, c'est très difficile de mettre, comment choisir ça? C'est pas des valeurs égales ou c'est pas des... C'est ça, c'est comme tu dis, c'est des pommes et des oranges, on peut pas... Ça se compare très, très difficilement. Bon, je disais d'entrée de jeu que le Canadien est dans toutes les conversations. C'est vrai, tout ce qu'on entend, toutes les rumeurs, à chaque fois qu'un joueur est disponible, que ce soit Pierre Lebrun ou Elliot Pierre Friedman, Lebrun est disponible? Ils veulent... le Canadien a appelé. Le Canadien a appelé. Pierre Lebrun, oui. Non, mais je veux dire, les informateurs de premier plan, comment dire... écrivent Montreal Canadiens souvent dans leur texte. Quand c'est pas Martin Necas ou Trevor Zegras, là, c'est Patrick Laney qui pourrait être non seulement disponible, mais apparemment que le Canadien, c'est ça, fait ses devoirs, puis fait ses appels. On a parlé un peu de Zegras, on a parlé un peu de Necas. Les prix semblent élevés, autant en ce qui a trait à la contrepartie que le Canadien devrait offrir pour aller chercher ces joueurs-là, mais aussi par rapport à ce que ces joueurs-là pourraient demander au niveau salarial très bientôt. Dans le cas de Necas, il est sans contrat, corrigez-moi si je me trompe. Ouais. Puis Zegras, il lui reste 1 année encore de une espèce de contrat pont. Est-ce que dans ces circonstances-là, une alternative comme Laney qui
assurément, ce serait moins dispendieux à aller chercher en termes d'échange. Puis l'aîné est encore sous contrat pour 2 ans. 2 ans. 2 ans. Zegras aussi, c'est 2 ans. C'est 2 ans, bon, OK. Bon, il n'y a pas tant d'enjeux. Mais bref, vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un beau projet pour une équipe qui, vraisemblablement, était sérieuse ou enfin ne faisait pas juste parler quand elle a dit qu'elle voulait aller chercher du talent de pointe là, en attaque? Je parle du Canadien. Bien, le Canadien est en position en ce moment de pouvoir dépenser et même surpayer au plan salarial pour la prochaine année ou 2. Ils ne veulent pas se lancer dans des salaires à long terme extrêmement coûteux auprès de joueurs pour lesquels ils sont pas, dont ils ne sont pas convaincus. Mais tu regardes un gars comme Laine, il m'apparaît un pari intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, oui, il a connu des ennuis personnels qui l'ont amené sur le programme d'assistance. Ça ajoute une dose d'incertitude entourant ce joueur-là. C'est un joueur qui a été beaucoup blessé. Mm-hmm. C'est un joueur dont on questionne l'engagement quand il n'a pas la rondelle. Et puis les choses, finalement, il n'est jamais devenu tout à fait ce qu'on espérait. Par contre, avant cette saison, là, regardez ça, même s'il n'a pas... Ça fait longtemps qu'il a joué des saisons complètes. En fait, depuis qu'il a 21 ans, il n'a jamais joué 70 matchs dans une saison. L'année en 2021-2022, il en a joué 56. 2022-2023, 55 et seulement 18 cette année. Par contre, avant cette saison, les 2 précédentes, il y avait quand même 1 point par match, 56 points en 56 matchs. Et l'année dernière, 52 points en 55 matchs. C'est vraiment cette année où la chaîne a débarqué. Ouais. Alors, il y a ses imperfections, tout le monde le sait, sauf que je trouve que, étant donné que c'est un gars qui gagne énormément d'argent, je pense qu'il est quoi, à 7,8 millions, quelque chose comme ça? 8,7. 8,7 pour encore 2 bon ans. chiffre. 8,7. 2 ans à 8,7, oui. Ouais, alors, avec un contrat aussi faramineux, puis autant d'incertitudes autour du joueur, puis également une entente entre les 2 parties, entre les Blue Jackets puis Laine, que le joueur a besoin d'un changement de décor. Je pense que les conditions sont réunies pour qu'une équipe tente sa chance puis sans avoir à payer un prix ridicule pour aller le chercher. Parce que c'est une grosse différence par rapport à Zegras puis Necas. C'est que si tu vas chercher Laine, l'élément de risque est tel que les Blue Jackets ne seront pas en position de dire « OK, on exige ceci ou cela ». T'sais, ils sont obligés d'assumer leur perte, de dire « OK, ben là, si on retourne à l'échange de Pierre-Luc Dubois il y a quelques années, on n'a pas trop bien paru, ben là, ça, c'est de l'histoire ancienne ». Là, aujourd'hui, c'est libérez-vous de ce contrat-là, utilisez l'argent que vous aviez consenti à Laine autrement, puis revoyez vos trucs. Sauf que je pense pas qu'ils soient en position de demander mer et monde pour Patrick Laine. Donc, tout ça étant dit, je trouve que c'est un pari qui est très risqué, mais le Canadien est dans une position où il peut se le permettre, je trouve. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Ce que Marc-Antoine dit, non, mais c'est un pari risqué, oui et non. Risqué dans la mesure où on ne sait pas ce que ça va donner. Mais c'est l'essentiel d'un pari. C'est ça. Quand on parle d'un pari, c'est parce que généralement, on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, sauf que c'est pas si risqué parce que si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est un peu ça le point. Ouais. Il reste 2 ans à son contrat. Puis tu l'as dit, dans les prochaines années, c'est pas que c'est des calories vides, mais le Canadien peut se permettre de faire, entre guillemets, une erreur, ou en tout cas de payer trop cher un gars comme ça, quitte à constater que malheureusement, ça ne fonctionne pas, que pour toutes sortes de raisons, Patrick Laine ne sera pas capable de se remettre, entre guillemets, sur le droit chemin, puis qu'il ne sera pas le joueur qu'il a déjà été au début de sa carrière ou qu'on pense qu'il peut devenir. Puis tu en fais le constat, puis c'est triste, puis tu te dis, regarde, on aurait essayé, mais c'est pas grave, parce que pour toutes ces raisons-là, parce que les Jackets ne peuvent pas demander mer et monde, ça ne risque pas de coûter si cher que ça. Tu n'es pas attaché à long terme avec lui. Ouais. Moi, je trouve que le mariage potentiel est très, très intéressant. Fait que oui, il y a une forme de pari, mais il n'est pas tant risqué parce que si ça ne marche pas, just too bad, tu sais. Il faut voir, parce qu'il faut voir, bon, c'est ça, il y a des données qu'on n'a pas. Patrick Laine a des problèmes personnels, est encore sur le programme en ce moment.
c'est sûr que le Canadien va vouloir savoir où il en est, qu'est-ce qu'il en est exactement, comment il va présentement, est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir compter sur lui dès le début de la saison, etc., etc. Il y a toutes sortes de variables, mais si tu réussis à avoir une certaine certitude autour de ça, ce qui est intéressant, c'est que Patrick Laine présente le profil qui manque aux Canadiens à l'attaque. C'est un game breaker potentiel, là, un joueur qui peut faire la différence, et des joueurs de cette stature-là, des ailiers de cette stature-là, avec ce flair offensif-là, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et puis, c'est exactement, en tout cas, c'est un des morceaux dont ils ont besoin. Alors moi, je trouve effectivement que c'est très, très intéressant comme hypothèse puis comme possibilité. Puis ça reste que Laine, depuis le début de sa carrière, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, si vous faites le ratio du nombre de buts par match joué, là, est 19e dans la Ligue nationale et dans le top 20. Il est au-dessus de, malgré ses saisons plus décevantes de ces dernières campagnes. Là. Il est avant Aho, Peterson, Scheifele, Tavares, Eichel, Malkin de Brincat, Panarin, Caulfield, en termes de moyenne de buts par match. Ouais. Il est devant tous ces joueurs-là, malgré les déboires récents. Donc, honnêtement, là, je ne sais pas ce serait quoi le prix, mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas beaucoup d'équipes qui vont cogner à la porte en disant, il y a là, on pourrait soutirer à une formation un joueur qui potentiellement pourrait redevenir une vedette majeure pour nous. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas si grave. Ben, le seul risque, c'est que si tu fais ça, tu ne peux pas faire autre chose. On s'entend que si tu fais ça, ben, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Là. Je parle en termes de mouvements importants. Ben, pour cet été, probablement pour pas. Cet été. Ce serait d'aller chercher Laine au lieu d'aller chercher un gars que tu embaucherais sur le marché des joueurs autonomes. Parce qu'il y a une chose, dans la tête du Canadien à l'heure actuelle, il y a une volonté de pouvoir trouver un ailier à Kirby Dach pour la saison prochaine. Ça, c'est pour Kirby. C'est pour Kirby, exactement. D'abord, ils veulent que Dach lui-même soit capable de jouer une saison complète, mais c'est de pouvoir diversifier l'attaque, de dire, OK, une fois que Dach est en santé, comment on peut faire pour, si jamais on décide de garder le trio de Suzuki intact, comment on peut faire pour se donner de la profondeur en attaque puis avoir un deuxième trio qui va être aussi bon que le premier. Alors, même si le Canadien devait repêcher Ivan Demidov ou Caden Lindstrom et que Lindstrom, au lieu de devenir un joueur de centre, devenait un ailier, ces gars-là ne seront pas sur le deuxième trio du Canadien à court terme. Ça va prendre un certain temps. Alors, tu as besoin d'une solution tampon qui dure 1 an, 2 ans. Et puis là, ben, tu peux aller chercher quelqu'un sur le marché des joueurs autonomes. Si jamais David Perron se retrouve agent libre au 1er juillet, ça peut être une solution intéressante qui ne coûte pas les yeux de la tête. Puis, David, je pense qu'il serait content de venir jouer à Montréal si jamais il ne s'entendait pas avec les Red Wings. Sauf que, nonobstant ça, l'autre option, c'est que Laine te permet de faire ce genre de pari-là. Ouais. Tu l'as sous contrat pour 2 ans. Puis après ça, moi, je ne m'attends pas à une tonne d'autres mouvements de la part du Canadien. Jeff Gorton a eu beau dire que ça allait être l'été le plus important du Canadien depuis qu'ils sont là. Je pense jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain. C'est vraiment l'été prochain, je pense qu'il va être plus significatif encore. Cette année, ils vont repêcher un bon joueur, ils vont essayer de trouver quelqu'un pour combler un espace sur le deuxième trio. Puis le reste, ben, ça va être essayer de voir si on peut s'entendre à long terme avec Goulet et avec Slavkovski. Ça va être ça, la réalité. C'est quand même un bon été. C'est quand même pas pire. Parce que l'autre idée aussi qui est apparue, c'est ça, c'est cette idée-là que le Canadien pourrait être actif sur le marché, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes pour un contrat court, mais payant pour certains, pour un attaquant, on imagine. Est-ce que, je ne sais pas, êtes-vous allé voir s'il y aurait des mariages potentiels, des bonnes idées potentielles? Non, je ne suis pas allé voir. Tu pourrais nous soumettre ces questions-là à l'avance pour qu'on puisse faire de la recherche. Mais regarde, la prochaine fois, tu sauras à quoi t'en tenir. Ben moi, je t'ai mentionné le nom de David Perron. Juste dire, avant que tu embarques, c'est tellement pas dans l'ADN des joueurs de hockey. Là. C'est une bonne idée, là. Mais c'est rare qu'on voit ça. Récemment, je me rappelle de Vladislav Gavrikov qui a décidé de miser sur lui
le défenseur des Kings de Los Angeles, en y allant pour un contrat court de quoi, à peu près 6 millions, un peu moins, je pense, pour 2 années seulement, en se disant, une fois qu'on va sortir de tout ce fiasco financier-là et de ce plafond salarial extrêmement restrictif en raison de la pandémie et de la dette que les joueurs avaient envers les propriétaires, ben peut-être que je vais toucher davantage, puis là, je pourrais signer à plus long terme. Donc, il y a lui qui a fait ce pari-là. Il y a Dimitri Orlov aussi, qui s'est retrouvé avec un très court contrat, un contrat de 2 ans avec les Hurricanes de la Caroline, à un salaire élevé. Donc, ça arrive, c'est une bonne idée, mais c'est pas du tout dans l'ADN et non, mais la façon de faire des joueurs de hockey. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Puis là, si Gatineau a fait ses devoirs, je vais le laisser parler. Non, mais juste ajouter Tyler Bertuzzi. On pourrait peut-être l'ajouter à cette liste-là. Tu as raison. Historiquement, c'est effectivement pas courant, mais dans les dernières années, on en a vu un peu plus. C'est certainement pas étranger au fait que le plafond salarial n'augmentait pas. Mais on est un peu encore, tu sais, on projette, là, quoi, il va y avoir un bond de 4-5 millions sur la masse salariale. 4,5. Ouais. Bon. Et on projette que ça pourrait être la même chose l'année suivante. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, ben, je peux faire ça là, 2 ans, puis je signe un contrat de 2 ans, puis dans 2 ans, il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir pas mal plus d'argent. Oui, bien, en fait, ce qui ne joue pas en faveur du Canadien dans un scénario comme celui-là, c'est que d'une part, c'est que si tu veux aller chercher de l'aide à court terme, tu peux pas aller chercher des joueurs comme Bertuzzi qui sont... Tu sais, Bertuzzi a 29 ans. Alors lui, il se dit, ben c'est mon occasion maintenant de pouvoir aller chercher un contrat à long terme. Si je signe pour 1 an ou 2, je peux me défaire le genou. Il n'est pas dans une position où il a besoin de refaire son image. John Klingberg avait probablement été une exception quand il avait signé pour 1 an le défenseur avec les Ducks d'Anaheim. Ça n'avait pas du tout fonctionné, son affaire. Puis finalement, sa carrière, à partir de ce moment-là, a un peu déraillé. Mais de manière générale, les gars qui sont encore relativement jeunes vont davantage chercher un contrat à long terme. Ceux qui vont accepter un contrat à plus court terme sont un peu plus vieux et eux, leur objectif, ça va être de gagner la Coupe Stanley. Alors, donc, le problème du Canadien, c'est qu'ils sont le Canadien, c'est ça? Exact. Oh, j'aime ça comme dans Tout et dans tout avec toi. Hein? C'est le fun. Alors, toi, t'as déjà à dire à tes ex, le problème, c'est pas moi, c'est toi. C'est ça, hein? Marc-Antoine. Ah, moi, je sais pas, j'ai pas ça des ex, moi. J'ai pas ça. Non, mais sérieusement, tu sais... le Canadien n'a pas cette option-là à offrir, de dire ben là, viens chez nous, puis même si c'est pour 2 ans, au moins on donne une. Tu sais, le genre de destination, par exemple, Patrick Kane. Patrick Kane, lui, il se dit il me reste pas beaucoup d'années. Puis je vais essayer de trouver un contrat le plus long possible, mais si c'est pour être à court terme, il faut que j'ai une chance sérieuse de gagner. Ouais. En même temps, il a choisi Détroit, là. Ouais, mais lui, en tout cas, il était. Je comprends, mais il y avait une inquiétude au niveau physique. On verra. Mais je trouve que dans la position du Canadien, les candidats qui cochent toutes les cases, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que le Canadien surpaye, parce que ce qu'il a, que d'autres équipes n'ont pas, c'est de l'argent. C'est de la flexibilité financière. Fait que je dis, OK, viens, participe à notre projet. Peut-être que tu vas redorer ton blason, que tu vas avoir 2 saisons extraordinaires avec nous, puis après ça, tu vas avoir un autre contrat, ça se peut. Mais entre-temps, tu vas faire de la belle argent. Oui, puis tu vas pouvoir te mettre body avec Martin Saint-Louis. Ça aussi, ça peut... Puis on n'a pas parlé du facteur Saint-Louis dans le pari possible de Patrick Laine, tu sais. Ben, parlons-en. Non, mais je t'avais soumis la question. C'est aussi un bon point quant à une possible acquisition. Je suis certain que Martin aimerait ce défi-là, tu sais, de redonner confiance à ce joueur-là puis de lui faire pousser des ailes. Je n'ai rien d'autre de plus à dire là-dessus, mais je trouve que c'est en plein de genre de défi qui interpellerait probablement Saint-Louis. Et à date, c'est sa plus grande force en tant qu'entraîneur là, dans la Ligue nationale de hockey. Sa plus grande force, ça a été de donner confiance à des joueurs, puis pas les exploiter, c'est pas le bon terme, mais faire fleurir leur potentiel. Le fleurisseur. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Parce que je voulais faire un truc avec... Non, parce que moi, je voulais faire un truc avec de Whisperer, mais non, je préfère ça. Non, mais ce que tu dis là, cela dit, ça s'applique à... quand il était question de Trevor Zegras, qui aurait peut-être besoin aussi de se faire
soupirer à l'oreille. Soupirer? De manière générale, les gars qui sont disponibles, murmurer, ouais. les gars qui sont disponibles sur le marché des joueurs, des transactions, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui est à corriger, puis que dans leur environnement actuel, ils ne sont pas capables sont pas capables de solutionner le problème. T'sais. Alors oui, on peut se tourner vers Martin Saint-Louis et dire peut-être qu'il pourrait maximiser le potentiel de Laine, de Zegras, Netchas ou bien peu importe. Là. N'importe qui. Ouais. Mais en même temps, c'est pas non plus, il n'y a pas une baguette magique. Là. On l'a vu avec Josh Anderson, ça ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde. Bon point. Très bon, c'est éloquent. Bon point. Dernière petite chose, puis après ça, je vous laisse aller, parce que tant qu'à lancer des noms en l'air et comment dire, surfer un peu sur ces semaines qui nous mènent au repêchage et qui sont abondantes en termes de spéculation. Il y a Capo Caco, dont le nom revenait souvent aussi dans différentes rumeurs, qui s'est entendu avec les Rangers. Un contrat d'1 an, 2,4 millions. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire que il n'y a pas besoin de contrat pour l'an prochain. Ce que ça veut dire, c'est qu'à mon sens, c'est un peu c'est l'année de vérité pour lui. On lui témoigne le fait qu'on n'a pas encore démissionné à son sujet à New York. On veut continuer de travailler avec lui. Mais manifestement, il arrive à peu près au bout de sa corde. Alors là, ça va être son année de vérité pour prouver qu'il peut passer à un autre échelon. J'ai trouvé qu'il avait été très quelconque en séries éliminatoires. Il n'y a pas du tout l'impact. Les Rangers ont vu l'éclosion d'Alexis Lafrenière, puis ils doivent se dire, mais peut-être que si Lafrenière l'a fait, est-ce qu'il y a une façon que Kako puisse y arriver, même sur le tard? C'est pas impossible, sauf que là, le temps commence à presser. Alors, tu peux pas t'engager à long terme avec un gars sur lequel tu commences à perdre patience. Alors, à mon sens, ça va être... Je pense qu'ils l'ont signé pour le garder. Je pense pas qu'ils C'était ça le sens de ma question. Oui, je pense pas qu'ils l'ont signé pour l'échanger. Parce que dans un contexte comme celui-là, une équipe qui dit moi, je suis prête à lui donner plus qu'un an, selon les modalités qui me conviennent, je pense que tout ce que ça fait en ce moment, c'est qu'un gars qui est sur un contrat d'1 an comme ça, j'ai l'impression que ça diminue sa valeur sur le marché au lieu de l'augmenter. Parce que ça veut dire que tu peux pas... il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude. Il va falloir que tu leur signes l'année prochaine. Alors, non, je pense que les Rangers vont le garder, mais que c'est une année cruciale pour lui. Ça leur prendrait un fleurisseur à New York pour ça. Bon, c'est ça qui est ça. D'après moi, Alex, tu vas rentrer direct à Montréal après le match numéro 4. Là. Je rentrais dimanche de toute façon. Je faisais pas le match numéro 5, mais je pense pas que je pense pas que je vais revenir pour le match numéro 6. Non, mais je pense. Non seulement ça, mais je pense que ton mandat va être complété quand tu vas rentrer. Penses-tu que ça va être terminé? Ouais, ça sent un peu le balayage quand même, hein? Il y a un petit parfum de balayage. Je rappelle que tu es l'un de nos nombreux de l'abondante banque de journalistes affectés aux affaires du hockey. Tu es dans ce gang-là. La gang de 2, là? La gang de 2. Alexandre Gascon, merci infiniment. Ça a été un plaisir, messieurs. Arrête là. Et Marc-Antoine Godin aussi, c'est dans la banque, la grosse banque de 2, journalistes affectés aux affaires du hockey. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Plaisir. Prends soin de toi, Alex. Merci, mon vieux. Jacques-Alexis Bernardin signe 2 fois par semaine Tellement hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Lâchez pas. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.